Dernièrement, vous me posiez les questions, laquelle des deux langues est la plus difficile, le russe ou le français? Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre les deux pour savoir laquelle est la plus difficile. D'après les scientifiques, les francophones ont besoin de 2 fois plus de temps pour arriver au même niveau de russe que les russophones pour arriver au même niveau de français. 600 heures pour les russophones qui apprennent le français et 1200 heures pour les francophones qui apprennent le russe. Aujourd'hui, nous allons comparer les deux langues pour comprendre quelles sont les difficultés de chacune d'entre elles. Поехали! Commençons par quelques chiffres. Le russe est la 8e langue la plus répandue dans le monde. Elle est parlée par 260 millions de personnes dans 17 pays. C'est l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan, la Moldavie, la Biélorussie, l'Ukraine et plusieurs autres. Grosso modo, ce sont les pays qui font partie de la CEI, Communauté des États indépendants. La langue russe est la 2e langue la plus répandue sur Internet. La langue russe compte environ 200 000 mots. Il faut dire que d'après les différentes données, les chiffres sont différents. Pour certains dictionnaires, c'est environ 150 000, pour d'autres 400. Pour cela, globalement, il faut savoir qu'est-ce qu'on compte comme mot. Est-ce qu'on compte les différentes formes d'un mot? Est-ce qu'on compte les abréviations, etc. Il faut comprendre ce système de comptage. Mais en Russie, il n'y a pas d'académie française qui est très pointilleuse avec les mots. En ce qui concerne la langue française, c'est la 5e langue la plus répandue dans le monde. Elle est parlée par 321 millions de personnes. Le français est parlé dans 32 pays. À part la France, le français est parlé au Canada, en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, en Belgique et dans de nombreux pays africains. La langue française est la 4e langue la plus répandue sur Internet. Quant au nombre de mots, le nombre varie entre 135 000 et 200 000. N'oublions pas l'Académie française très exigeante. D'après les statistiques, la langue qui compte le plus de mots, c'est l'anglais. On l'appelle même le pickpocket des langues. Si on compare les deux alphabets, l'alphabet russe, l'alphabet cyrillique, se base sur l'alphabet grec et comporte 33 lettres. En ce qui concerne la langue française, elle compte 26 lettres et se base sur l'alphabet latin. C'est de là que viennent les premières difficultés. Les russophones peinent à apprendre l'alphabet latin, alors que les francophones peinent à apprendre le cyrillique. Les francophones sont souvent effrayés par l'alphabet cyrillique. Mais le russe, c'est une langue phonétique, c'est-à-dire chaque lettre se prononce à peu près comme dans l'alphabet, et les lettres ne s'associent pas ensemble pour former de nouveaux sons. Les plus chanceux des russophones qui ont déjà appris l'anglais connaissent bien l'alphabet latin, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le français est difficile à lire. Plusieurs lettres françaises peuvent se lire différemment, comme la lettre C. On peut la lire comme un K et comme un C. Car ou ancien. La lettre S, par exemple, peut se prononcer comme un S ou comme un Z. César ou session. Pour prononcer le son O, il y a plusieurs possibilités. On peut écrire O, on peut écrire AU ou alors EAU. Honnêtement, la langue française renferme énormément de règles de lecture. Et ça prend beaucoup de temps à apprendre à lire correctement en français. Les étrangers galèrent, mais ils finissent par y arriver. Ceci dit, tout ne s'arrête pas à la lecture. La prononciation n'est pas un reste. Si on comparait l'articulation russe et l'articulation française, on pourrait les comparer comme deux danses. Le russe serait une breakdance et le français de la danse classique. Les Russes ne s'appliquent pas lorsqu'ils articulent, alors que les Français font énormément d'efforts pour que chaque son soit très net. Prenons le mot locomotive. Regardez comment on le prononce en français. Locomotive. Chaque O ressemble à un O. Le V à la fin ne s'assourdit pas. Si je dis le même mot en russe, je dirais lokomotiv. Certaines lettres O disparaissent, d'autres se prononcent entre O et A, et le V à la fin s'assourdit. Locomotive, locomotif. Ça n'a rien à voir. Les difficultés donc pour les Français, c'est de diminuer, d'atténuer l'articulation trop forte, trop énergique pour la langue russe. Alors que pour les Russes, la difficulté est tout autre. Il faut pratiquement faire du face fitness, des exercices supplémentaires pour entraîner les muscles faciaux.
On va avoir beaucoup de mal à prononcer les O, le A, le E, le U et toutes les lettres finales qui doivent se prononcer sans s'assourdir. Quant à l'accent tonique, en russe, vous devez l'apprendre par cœur. Il tombe où il veut dans le mot. Parfois même, l'accent tonique à des différents endroits peut changer de sens de mot. C'est le cas dans les mots dухи, les esprits, et духи, le parfum. Я плачу, je pleure. Я плачу, je paye. Il faut pas mal d'heures d'écoute pour s'habituer à distinguer les accents toniques. Systématiquement, lorsqu'on apprend le russe, on s'entraîne à accentuer. On prononce la lettre accentuée plus longue, plus insistante, plus nette aussi, et petit à petit, comme en anglais, ça devient une habitude. Si au début vous doutez de l'accent tonique, par la suite vous l'utilisez de manière très intuitive. En ce qui concerne la langue française, l'accent tonique tombe toujours à la fin d'un mot, d'un groupe de mots ou d'une phrase. Si les Russes parlent avec des mots, les Français parlent avec des groupes de mots, des groupes indivisibles. En russe, on compte 3 genres. En français, il n'y en a que 2. Toutefois, c'est le français le plus difficile. Si en russe, on a 3 genres, le féminin, le masculin et le neutre, en français, il n'y en a que 2, masculin et féminin. En même temps, en russe, on peut le voir facilement par rapport à la terminaison. Si un mot se termine par un A ou Ya, c'est du féminin. Si un mot se termine par une consonne ou un I, c'est du masculin. Si un mot se termine par un O ou Ye, c'est un mot neutre. L'exception font les mots qui se terminent par un signe-mot. On ne peut pas savoir si c'est du masculin ou du féminin. La majorité d'entre eux seront masculins, mais certains sont au féminin. Il faut bien les apprendre par cœur. Cependant, en français, c'est encore pire. Même s'il n'y a que 2 genres, nous ne pouvons jamais savoir quel est le genre d'un mot. On dit que d'après la règle générale, le mot féminin se termine par un E. Mais le livre, par exemple, se termine par un E et pourtant il est au masculin. Et d'ailleurs, certains mots peuvent avoir 2 sens différents selon leur genre, féminin ou masculin. Le vase, la vase. Le livre, la livre. Voilà. Les articles. Déjà, en russe, il n'y a pas d'articles. En français, il y a une variété d'articles. On a des articles indéfinis, une, un, des articles définis, le, la, l'apostrophe, les articles contractés et partitifs, de la, du, de et l'apostrophe, des. Quel embarras de choix! Je peux vous dire qu'au Bamo, nous avons passé à la fac des langues étrangères 6 mois pour apprendre à distinguer les uns des autres, à justifier les articles définis des indéfinis, les partitifs des contractés, etc. C'était vraiment une grande difficulté. Un tout petit mot, mais si important dans la phrase. J'ai eu une élève russophone qui m'a dit que sa mère ressemblait à une grand-mère, alors qu'elle voulait dire que sa mère ressemblait à sa grand-mère, à la grand-mère de la famille. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Je lui ai fait comprendre que dire « ma mère ressemble à une grand-mère » c'est plutôt vexant, alors que « ma mère ressemble à ma grand-mère » c'est plutôt un compliment. Ce sont les péripéties d'apprentissage. L'ordre de mots en russe est libre. Vous pouvez dire « я люблю тебя »,« тебя люблю я »,« я тебя люблю », etc. La phrase ne perdra pas son sens parce qu'on a modifié les mots de place. Si vous déplacez les mots dans une phrase en français, c'est possible que la phrase n'ait plus ni queue ni tête. Il faut comprendre pour la langue française, l'ordre de mots est déterminant. Il détermine le sens de la phrase. Il nous montre qui est le sujet, où est le complément d'objet direct ou indirect. En russe, ce qui compte, ce n'est pas la place du mot, mais sa terminaison, son cas. Il y a en tout 6 cas et chaque mot peut changer de forme. Par exemple, nominatif, c'est le cas du sujet. Это дом, c'est une maison. Le génitif est le cas de complément de nom. У меня нет дома, je n'ai pas de maison. L'accusatif, cas de complément d'objet direct. Я вижу дом, je vois la maison. Le datif, le complément d'objet indirect. Я иду к дому, je vais vers la maison. L'instrumental, школа рядом с домом. L'école est à côté de la maison. Et le locatif ou le prépositionnel, c'est le cas du complément de lieu. Она сейчас в доме. Elle est à l'intérieur de sa maison.
Les cas font souffrir les francophones. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le français actuel. Cependant, les francophones qui ont appris le latin ou qui ont fait par le passé de l'allemand y arrivent très bien, beaucoup plus facilement que les autres. Pour rassurer un petit peu mes élèves francophones, je leur raconte qu'autrefois en russe, il y a eu plus de 12 cas, donc pratiquement le double de ce qu'il y a aujourd'hui. Dieu merci, leur nombre a été réduit. En français, les mots ne changent pas de forme. Ils ne s'accordent qu'en genre et en nombre. Une table ronde, de belles fleurs. Toutefois, si un russophone a commencé son apprentissage des langues par l'anglais, il aura beaucoup de mal à accorder les mots et à savoir quand il faut prononcer et quand il ne faut pas le prononcer. Sans parler de toutes les exceptions qui existent. Parlons maintenant des temps. La situation est inégale. En russe, il y a 5 temps. 2 passés, en présent et 2 futurs. Alors qu'en français, on a 24 temps, sans parler du subjonctif, sans parler du conditionnel, etc. Ça nous fait vraiment beaucoup de formes à mémoriser. Vous pouvez très bien parler français, mais s'il y a certains temps que vous ne maîtrisez pas, vous aurez beaucoup de mal à lire de beaux livres, des livres classiques. Car l'utilisation du passé simple, du conditionnel passé, du subjonctif passé est très répandue. Et ces formes, il faut les connaître, il faut les identifier. En Russie, lorsqu'on étudie à la faculté des langues étrangères, on étudie tous les temps français, toutes les formes. Et bien sûr, en arrivant en France, on les oublie progressivement. Donc, les Français ont beaucoup plus de facilité à apprendre les temps russes. Mais, il y a toujours un mais, il y a quand même une difficulté. Pour un seul verbe, il y a 2 formes différentes en russe. Pourquoi ? Parce qu'en russe, pour exprimer que l'action a été terminée ou que l'action dure, on a 2 formes. On a un verbe perfectif qui nous donne un résultat et le verbe imperfectif qui nous donne la description. C'est quelque chose qui n'existe pas en français et c'est pour ça que c'est quelque chose de difficile pour les francophones. Nous passons beaucoup de temps à apprendre les mots perfectif, imperfectif, lequel est lequel. Très souvent, cependant, les erreurs viennent du fait qu'on ne connaît pas bien le couple verbal ou alors qu'on ne sait pas très bien les conjuguer. Mais je vous rassure, ça s'apprend. J'aime beaucoup rappeler à mes élèves que les langues ne sont pas tant difficiles que différentes. On bute souvent à cette différence et une fois qu'on l'a assimilée, on s'est un petit peu plus approché de la vision du monde de l'autre. Bonne nouvelle pour tous ceux qui apprennent le russe. En russe, il n'y a pas de forme particulière pour le conditionnel. Il n'y a pas non plus de forme particulière pour le subjonctif. Ceci dit, les russophones qui apprennent le français vont galérer vraiment pour le subjonctif. On a mis des mois à apprendre le subjonctif et surtout à le comprendre. On avait beau apprendre les formes, on ne savait pas à quel moment les utiliser. C'était un grand défi, une grande difficulté et c'était les mêmes confusions que pour les francophones qui ont du mal à distinguer le verbe perfectif du verbe imperfectif. Ça vient avec la pratique. Je conseille toujours d'apprendre la règle avec les exemples. Et oui, vous allez me dire que oui, la grammaire, faut pas la faire, ça sert à rien, mais si, ça sert. Un sportif fait des échauffements, un musicien fait des gammes. C'est nécessaire, c'est important. N'oubliez pas, la grammaire, c'est la structure qui va maintenir tout le système linguistique d'une langue que vous apprenez. S'il n'y a pas de notion grammaticale, vous ne parlerez jamais une langue. La grammaire, les exercices, ce sont les gammes d'un musicien. Ce sont les échauffements d'un sportif ou d'un danseur. Ils sont indispensables. Une autre difficulté que vont rencontrer les francophones qui doivent apprendre le russe, ce sont les verbes de mouvement. Bon, en français, on dit aller, je vais aller à Istanbul, je vais aller à New York, je vais aller à la Baule. Peu importe que j'y aille en train, en avion ou par bateau, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, on va utiliser aller. Et par la suite, si on a besoin, on va préciser par quel moyen on y va. En russe, le moyen de locomotion a beaucoup d'importance. Avant de faire votre phrase, vous devez penser comment vous y allez. En voiture, dans ce cas-là, ехать, ездить. En avion, dans ce cas-là, летать, лететь. Si vous y allez par bateau, dans ce cas-là, плавать, плыть.
D'ailleurs, vous devez penser aussi si c'était un seul trajet ou un aller-retour. Ça aussi, ça influence le verbe que vous allez utiliser. J'ai beaucoup aimé la chaîne d'une Espagnole qui vivait en Russie et qui tenait un blog, et en quelque sorte, son blog, c'était ses devoirs en russe. Dans l'une de ses vidéos, elle expliquait que c'était tellement compliqué pour elle d'apprendre tous les verbes de mouvement russe qu'elle se sentait comme une plante verte, qui sentait, qui réfléchissait, qui avait des émotions, mais qui ne se déplaçait pas. À chaque fois qu'elle disait une phrase en russe, elle essayait par tous les moyens d'éviter d'utiliser un verbe de mouvement parce qu'elle avait toujours un doute. Il faut quand même dire que leur professeur leur est sorti toute la liste des verbes de mouvement d'un coup et il fallait les maîtriser tous tout de suite. C'est quelque chose que je ne fais pas. Il y a une petite liste de verbes qu'on utilise au quotidien, comme aller en voiture, aller en avion, aller par bateau, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins fréquents, qu'on voit dans un second temps. Quoi qu'il en soit, c'est une réelle difficulté pour les francophones, mais je ne connais personne qui n'y soit arrivé. Le dernier point que je voulais comparer entre les deux langues, c'est la présence des mots communs. Par exemple, en français, il y a peu de mots d'origine russe. C'est le mot bistrot, c'est le mot cosmos, c'est le mot cosmonaute, Spoutnik, Mir, Blini. Et c'est tout. Franchement, d'autres mots ne me viennent pas à l'esprit. Alors que toute l'aristocratie russe, au XVIIIe siècle, parlait parfaitement français. D'ailleurs, Pouchkine, dans son roman Eugène Onéguine, en parlant de sa héroïne principale Tatiana, dit « Elle écrivait en français parce qu'elle maîtrisait mal le russe. C'était une moquerie de la société de l'époque, qui parlait mieux la langue étrangère que la leur. Le temps est passé, les choses ont changé, et bien évidemment, aujourd'hui, les Russes parlent beaucoup mieux leur langue que n'importe quelle langue étrangère. Mais cette époque a laissé énormément de mots, plus de 3000 mots d'origine française en russe. Parfois, ces mots sont des faux amis. Par exemple, le mot vinaigrette. En russe, vinaigrette, c'est une salade avec des betteraves, des petits pois, des choux, un mélange de plein de choses. En russe, on peut dire aussi le mot kotleta, kotleta qui vient du mot côtelette. Mais au cours de l'évolution, ce mot s'est transformé en popillette. Lorsqu'on vous propose une côtelette en Russie, ne soyez pas surpris et surtout ne soyez pas déçus parce qu'on ne vous donnera pas une côtelette, mais plutôt une popillette. Il y a plein d'autres mots d'origine française, comme le jury, le maquillage, le cache-pot, le cache-nez. Et lorsque j'apprenais le français, c'était toujours une grande surprise et un grand plaisir de découvrir ce que voulaient dire ces mots qu'on utilise en russe. Alors pourquoi il est plus facile pour les russophones d'apprendre le français? Déjà, disons clairement que ce n'est pas plus facile pour tous les russophones. Les russophones qui n'ont pas appris d'anglais auparavant auront beaucoup de mal à arriver à bout de la prononciation française, à bout de la lecture en français. C'est très difficile. Énormément de petites expressions idiomatiques. D'ailleurs, si on parle vraiment de la langue française, il y a pratiquement des langues différentes entre la langue courante et la langue littéraire. Les styles sont tellement différents. Lorsque j'étudiais à la fac des langues étrangères, on apprenait le français très littéraire, d'après les œuvres de Balzac, de Maupassant, de Victor Hugo. Et quand je suis venue en France, j'avais l'impression de parler un autre français que parlent tous les Français. Clairement, les expressions un peu familières, je ne comprenais pas du tout. Mais ce n'est pas une grande intelligence de dire « moi je parle la langue littéraire, la vraie langue de Molière ». Non, la vraie maîtrise de la langue, c'est de connaître les différents styles, les différents niveaux de la langue et savoir s'adapter dans une discussion entre amis, dans une conférence, dans une discussion au travail, lorsque vous écrivez une lettre administrative. Tout ça fait partie de la maîtrise de la langue française. On doit autant comprendre le mot « chaussure » que « soulier » ou « godasse ». Je dirais que pour le russe, c'est un tout petit peu plus simple. Le russe, il est plus homogène. Il n'y a pas un tel écart entre la langue soutenue, littéraire, et la langue parlée. Néanmoins, le style journalistique, il est un peu sec, il est un peu formel et on utilise beaucoup de mots qu'on n'utilise pas lorsqu'on parle. Par exemple, ce qu'on a remarqué avec mes élèves francophones, c'est qu'en russe, on n'utilise pratiquement pas les participes dans le langage parlé.
Ce n'est que dans les livres qu'on peut les rencontrer. Alors oui, il faut les apprendre, mais surtout de manière assez passive, pour pouvoir les comprendre lorsque vous lisez un livre, et vous n'allez pas beaucoup les utiliser quand vous allez parler. C'est un petit peu la même chose que les russophones qui doivent apprendre le passé simple. Ils doivent reconnaître les formes, mais c'est peu probable qu'ils parlent ou qu'ils écrivent comme ça. Pour moi, clairement, la difficulté de l'apprentissage des langues vient des modes d'apprentissage. On va dire que les russophones, les Russes en général, sont très exigeants. Pour moi, ça ne vient pas de dons particuliers des Russes pour l'apprentissage des langues. Et au contraire, les Français ne sont pas nuls pour les langues. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit nul pour ça. La difficulté pour moi, elle vient de l'apprentissage, du mode de l'enseignement, de la maîtrise des professeurs, de l'exigence peut-être aussi des professeurs, du temps qu'on accorde aux langues étrangères. Par exemple, en Russie, les cours de langue, c'est 2 à 3 fois par semaine à l'école. Et en plus de ça, la classe, elle est toujours divisée en deux groupes. Chaque classe est divisée toujours en 2 groupes avec un niveau moins fort et un peu plus fort. De cette manière-là, on a plus de chances à participer au cours. La langue ne s'apprend pas quand vous êtes 30 dans la classe. La langue peut s'apprendre avec maximum 8 à 10 personnes et encore. Parfois, on fait avec ce qu'on a. On ne peut pas faire moins. Mais vraiment, 8 à 10 personnes, c'est le grand maximum. Il faut donner le temps de parole à chacun. En France, ça ne se fait pas. La langue s'apprend avec toute la classe. D'un autre côté, les Russes misent énormément sur les langues étrangères et la plupart des élèves ont des cours particuliers où ils vont travailler tout seuls avec leur professeur. Ce ne sera pas forcément un professeur scolaire ou universitaire, c'est possible que ce soit un étudiant de l'université, mais qui a déjà suffisamment de notions pour les transmettre à un enfant. En France, les cours particuliers sont étrangement réservés le plus souvent pour les élèves les plus en difficulté. Il m'est arrivé de rencontrer des parents en France qui ont voulu prendre les cours de langue pendant les 2 semaines des vacances scolaires pour rattraper toute l'année de n'avoir rien fait. Alors autant vous dire que ce n'est pas possible. D'ailleurs, les enfants pour qui les parents français prennent des cours particuliers, très souvent ne sont pas motivés. En Russie, ce sont les plus forts qui vont en cours particulier. Donc, ils ont plus de chances d'y arriver. Un autre problème que j'ai relevé en France, c'est que partout, à la télé, les journalistes, dans les jeux, prédominent une très très mauvaise prononciation de l'anglais notamment. Les Français prononcent tout à la française, alors qu'en Russie, on essaie de prononcer le plus proche de la bonne prononciation. Ainsi, notre oreille, même si on ne parle pas anglais, elle est faite pour comprendre le mot quand on l'entend vraiment en anglais. Un Français ne va pas comprendre le mot anglais quand il va l'entendre prononcé par un natif. C'est pas du tout ça qu'il entend. Honnêtement, je ne vais pas perpétuer cette tradition, je ne vais pas vous prononcer le massacre que j'ai entendu autour de moi. Ceci dit, la petite anecdote, c'est par exemple en russe, les noms des différents stars, des acteurs se prononcent comme en anglais. On ne les russifie pas. Par exemple, Michael Jackson. Quand j'ai entendu Michael Jackson, j'ai pas tout de suite compris de qui il s'agit. En russe, on dit Keanu Reeves. Mais quand j'ai entendu Keanu Reeves, son prénom ne m'a pas parlé du tout. Et ça, j'en oublie beaucoup, mais j'ai eu surtout beaucoup de mal à comprendre les noms propres en français. Les noms internationaux, francisés. Alors, à l'époque, j'étais entrée en résistance, j'ai voulu préserver cette bonne prononciation anglaise des noms internationaux, par exemple des stars hollywoodiennes. Mais à force, quand je prononçais correctement, les Français ne me comprenaient pas non plus. Donc, j'ai renoncé à ça et j'ai pris la mauvaise prononciation française. Je taquine beaucoup les francophones, mais sachez que je vous adore. Personnellement, pour moi, la langue française, c'est un grand amour et je pense que c'est aussi ça qui fait son charme. Si vous voulez apprendre le russe ou le français avec moi, n'hésitez pas à me contacter directement en commentaire ou alors par messagerie professionnelle. Ne m'appelez pas, partagez plutôt en message écrit et bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas, apprenez les langues sans stress et avec plaisir et vous obtiendrez des résultats remarquables.